citoyens. Même les ministres ne sont pas toujours correctement informés. On plonge dans les secrets du nucléaire avec Jacques Cotta et Pascal Martin. Ce mercredi 3 novembre se déroulait à Paris un des procès qui fera date dans l'histoire du nucléaire en France. Objet des débats, la vérité sur les effets du passage du nuage de Tchernobyl sur notre pays. D'un côté, Denis Fauconnier, qui le premier attira l'attention sur la situation en Corse. Monique Séné, une physicienne spécialisée dans le nucléaire. Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement. Tous sont venus témoigner en faveur de Michel Rivasi, député PS, et d'Hélène Crier, journaliste à Libération, auteur d'un livre « Ce nucléaire qu'on nous cache ». Dans cet ouvrage, elles accusent le SCPRI, le service central de prévention contre les rayonnements ionisants, d'avoir menti lors du passage du nuage en France. Le SCPRI était à l'époque chargé de tirer le signal d'alarme en cas de contamination nucléaire. Son patron Pierre Pellerin a toujours été très discret. Michel Rivasi, quelle signification a pour vous ce procès? Mais pour moi, ce procès est très important parce qu'il représente tout le mensonge qu'il y a eu au niveau de Tchernobyl et où les autorités n'ont pas garanti la protection des gens. C'est un combat que j'ai mené depuis 13 ans pour dire aux gens on a droit à l'information et on a droit à la protection vis-à-vis de la radioactivité. Donc ce procès, il faut le gagner pour les gens. Они стремились запечатлеть свидетельства людей. 26 avril 86, le réacteur à neutrons thermiques de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, libérant dans l'atmosphère un épais nuage radioactif. Les soviétiques tentent d'abord de minimiser la gravité de l'accident. Mais très vite, les médias européens sont alertés et posent des questions. Il y a donc un nuage radioactif qui se développe maintenant vers le nord de l'Europe. Est-ce que vous avez fait des mesures en France qui montrent que notre radioactivité est toujours la même? Au contraire, est-ce qu'elle a augmenté? Des mesures ont été faites en France et sont faites en permanence, en particulier par le service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère de la Santé. Ces mesures sont tout à fait négatives et il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. À l'époque où il réalisait cette interview, Noël Mamère était journaliste. Il est aujourd'hui député des Verts. Noël, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous entendez de tels propos au cours de cette interview? Je suis très choqué parce que le représentant du lobby nucléaire nous explique qu'il n'y a pas de problème, que le nuage de Tchernobyl n'a pas franchi les frontières de la France, alors qu'à l'étage, en dessus du studio, dans les images que nous recevons des autres télévisions européennes, on a la preuve que ce nuage n'est pas resté cantonné aux frontières de l'ex-Union soviétique. Donc c'est vraiment le réflexe du scientiste qui vous dit « rassurez-vous, tout va bien, nous contrôlons tout ». En fait, il ne contrôlait rien du tout. À l'époque, Denis Fauconnier était médecin en Haute-Corse. Dans le couvent qu'il habite, il écoute la radio. Dans un premier temps, il se sent rassuré par les informations données par les autorités. Et quelques jours après, j'ai des patients qui reviennent d'Italie, de la région de Pise, et qui étaient passés à l'île d'Elbe, et ils m'ont informé des mesures draconiennes en Italie. Impossible de trouver des produits frais, du lait frais. Et ils m'ont ramené également une coupure de presse. C'est concernant les mesures prises par les militaires américains basés à Pise. Et c'est carrément des mesures de confinement. Alerté par les mesures draconiennes prises en Italie, toute proche de la Corse, Denis Fauconnier entre alors en contact avec le SCPRI qui lui demande d'envoyer des échantillons de produits frais afin de mesurer leur éventuelle contamination. J'ai envoyé 2 échantillons de lait au SCPRI vers le 20-25 mai. J'ai eu les résultats, le SCPRI m'a téléphoné les résultats le 1er ou 2 juin. Et il y avait respectivement 320 et 350 becquerels d'iode 131 par litre. Alors qu'est-ce que vous a dit le SCPRI à ce moment-là? Et le SCPRI a tout de suite essayé de minimiser la contamination en me faisant une comparaison avec un certain nombre de cigarettes prises dans l'année. Denis Fauconnier n'était pas le seul à l'époque à se préoccuper de la contamination. Sitôt connu l'accident, le professeur Ardisson, qui dirige le laboratoire de radioécologie de Nice, effectue également des mesures. On a mesuré l'air à l'aide de pompes sur des filtres. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à ce moment-là? On a trouvé là-dedans tous les produits fission, de l'iode 132, 131, du lantane, du césium, tous les produits qui sont issus de la fission. En quantité vraiment importante? En quantité importante, puisque ces isotopes-là n'existent pas dans l'air ambiant. Et qu'avez-vous fait lorsque vous avez eu le résultat des analyses? Lorsqu'on a eu le résultat des analyses, j'ai essayé de prévenir les services du SCPRI, qui était dirigé par le professeur Pellerin, et j'ai eu le professeur Moroni,
il m'a dit, c'est très bien ce que vous avez fait, mais il vaut mieux ne rien dire à la presse parce qu'il risque d'y avoir des scènes de panique collective et les gens ne boiront plus de lait comme en Allemagne et utiliseront du beurre et après ils risquent d'être obèses à 40 ans. À l'époque du passage du nuage, Michel Rivasi, alors simple citoyenne, habitait la région de Montélimar. Chez moi, je récupère l'eau des toits. Et je me disais que si, en plus, il pleuvait énormément, et si la pluie était contaminée, ça me contaminait tout le réseau de la maison. D'autre part, à l'époque, j'avais des enfants qui avaient entre 7 et 8 ans, et je me disais, moi, je leur donne les produits de mon jardin et les produits locaux. Donc, s'ils sont contaminés, je contamine mes enfants. C'est pour ça qu'on a voulu vérifier, on a fait des prélèvements d'eau, de sol, de végétaux, et je me suis rendue à la fac de Villeurbanne, où je connaissais personnellement le professeur Béraud, qui était prof de physique nucléaire, pour vérifier si oui ou non il y avait contamination des aliments qu'on consommait. Eh bien, nous avons trouvé principalement de l'iode 131 et du césium 134, qui sont deux radioéléments qui signaient sans ambiguïté le fait qu'il s'agissait d'un accident de réacteur nucléaire. Vous les avez trouvés en quantité importante? En quantité très importante, en quantité, je dirais, qui aurait nécessité la prise de dispositions sanitaires immédiates en France. Et c'était là où j'ai organisé ma première conférence de presse avec des journalistes où je leur indiquais la contamination et des journalistes qui ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient que l'information des autorités de l'État, que des produits pouvaient comprendre des becquerels de césium et d'iode, alors qu'ils confondaient les becquerels avec les pétrels qui sont des oiseaux. Le lendemain de cette conférence de presse, Pierre Pellerin, le directeur du SCPRI, décide enfin de dévoiler les vrais chiffres de la contamination. Le chiffre de 0,5 au milieu de l'écran correspond aux résidus de radioactivité dus aux essais nucléaires russes et américains dans les années 60. Le 29, pratiquement la même situation, nous avons eu une petite indication, un clignotant qu'on n'a pas su interpréter tout de suite, qui était sur la Corse, où on est passé à 0,80 pratiquement au lieu de 0,5, qui était imperturbablement le même sur toute la France. Le 30, alors là, nous avons un début de hausse très nette de l'activité par l'Est, incluant la région Côte d'Azur. Combien qu'elle mesure? Le professeur Pellerin lance le chiffre. La radioactivité a été en moyenne en France multipliée par 100. Facteur à peu près 100. Il aura fallu attendre 15 jours après le passage du nuage de Tchernobyl pour que ces chiffres soient rendus publics, sans qu'aucune mesure sanitaire soit prise. De plus, ces chiffres ne sont que des moyennes. Or, dans certaines régions, surtout celles où il a plu, comme en Corse, la radioactivité a été parfois multipliée par 400. Denis Fauconnier veut connaître les éventuelles conséquences. Les chiffres dépassant largement les normes et recommandations, j'ai interpellé la DAS. Et la DAS ne me répondant pas, j'ai été obligé de convoquer tous les médecins de la région. Ils ont répondu, ils étaient 18, et on a fait une lettre ouverte à la DAS demandant des explications. Et la préfecture nous a entendus en organisant une réunion à Ajaccio avec des experts venant de métropole. Et là, ils ont été catégoriques, il n'y a aucun danger. Face à l'agitation provoquée par les médecins corses, deux experts liés au SCPRI sont en effet dépêchés depuis Paris pour donner leur avis. Nous avons interrogé un des membres de la préfecture qui avait organisé cette réunion. Un témoignage anonyme, significatif de l'atmosphère qui régnait à l'époque et sur l'attitude des autorités. J'ai venu deux personnes, scientifiques, reconnues, avérées, venues de Paris ou d'ailleurs, qui nous ont réunis, qui nous ont dit on a fait des recherches, on a trouvé ceci, cela, il n'y a rien, pas de souci, dormez. Alors on est dormi. Toutefois, Denis Fauconnier ne veut pas en rester là et décide de poursuivre ses investigations. Oui, j'avais un ami, collègue endocrinologue à Bastia, et constatant dans ma clientèle un excès de pathologie thyroïdienne, je lui ai demandé si de son côté il observait la même chose. Il m'a dit oui, effectivement. Il m'a dit je suis informatisé et je peux te chiffrer l'augmentation, ce qu'il a fait. Donc il a commencé à vous donner des informations? Il m'a donné des informations, des premiers chiffres. Je lui ai demandé d'affiner. Et là, il m'a fait lambiner, j'ai attendu, j'ai insisté. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, je ne peux plus rien te dire, j'ai une intervention en haut lieu, tu as soulevé un gros lièvre, j'ai donné toutes mes données à l'Observatoire régional de la santé et je ne peux plus rien te dire. L'Observatoire régional de la santé est situé à Bastia. C'est cet organisme qui a collecté toutes les données relatives à la contamination de l'île. Une enquête jusqu'alors restée confidentielle. Cette enquête ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas à l'ORS. Elle a été demandée par notre autorité de tutelle. Elle est retournée à notre autorité de tutelle. Donc elle n'est pas publiée. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. Et j'ai entendu, je crois, certaines de vos déclarations disant que cette enquête n'était pas rendue publique parce qu'elle
pourrait être mal interprété. C'est possible parce qu'il s'agit uniquement de chiffres et de chiffres très complexes à lire. Moi-même, personnellement, il a fallu que je... Donc vous voulez dire que les Corses, tous ces chiffres-là, pourraient les... Vous savez, les becquerels, interpréter le problème de l'iode 131, etc., en rade, etc. Oui, pour la population, c'est pas évident, mais il y a quand même beaucoup de médecins en Corse qui seraient très curieux de savoir ce qu'il y a dans cette enquête. Comment se fait-il qu'on ne leur donne pas Mais ça, c'est pas à nous qu'il faut le demander. Cette enquête, à mon avis, devrait pouvoir être mise à disposition si les gens le demandent. Nous apprenons alors que, suite à notre venue, la préfecture, après 10 ans de rétention, a décidé de rendre publics les chiffres relatifs à la contamination de l'île. Le rapport serait disponible dans les locaux de la DRAS, où nous nous sommes rendus. Mais vous nous accompagnez, non? Mais oui, monsieur, à la caméra, Allez, on y va. Bonjour, madame. Nous souhaitons voir monsieur Carnelotti. Il n'est pas là. C'est à propos d'un rapport de l'ORS, vous savez, sur le passage du nuage de Tchernobyl. On aurait souhaité se procurer ce rapport. Il paraît que vous le donnez volontiers aujourd'hui. Écoutez, moi je ne suis pas au courant, donc et M. Carnelotti est en rendez-vous à l'extérieur. Je vous invite à vous adresser au secrétariat de M. Delsol, puisque apparemment, je croyais que vous veniez pour un commentaire sur les rapports que vous avez reçus. Non, simplement pour avoir le rapport. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, donc... Alors écoutez, à la préfecture, c'est le préfet qui a pris l'initiative de diffuser, donc M. Delsol, le secrétaire général, je pense... Une semaine plus tard, suite à une demande officielle à la préfecture, nous recevons le fameux rapport de l'Observatoire régional de la santé. Les mesures effectuées par le docteur Fauconnier y sont fidèlement reproduites. Concernant le lait de brebis, ce sont les prélèvements du docteur Fauconnier effectués le 26 mai dans la vallée de Regina et analysés le 2 juin qui présentent la plus forte valeur, 350 becquerels par kilo. 350 becquerels entre le 2 et le 5 mai. Cela correspondait à une contamination de 5600 becquerels lors du passage du nuage, soit un seuil 10 fois supérieur à ce qui était admis en RFA pour autoriser la consommation de lait. Toutefois, ces chiffres étaient connus, alors pourquoi avoir refusé pendant 10 ans de donner ces informations? Nous, on avait intérêt à le publier. Nous, personnellement, ORS. On venait d'être créé, on faisait un travail qui nous mettait... Et c'est le SCPRI qui vous a bloqué? Et tout le monde nous a bloqués. Mais aujourd'hui, les préoccupations du docteur Fauconnier ne concernent plus seulement les chiffres réels de la contamination, mais leurs éventuelles conséquences sur la santé de ses patients. Une préoccupation partagée par Jean-Michel Jacquemin, un personnage atypique dans le paysage traditionnel des antinucléaires. À l'origine, Jean-Michel Jacquemin était directeur financier d'une des sociétés de l'ARC, affaire dans laquelle il est d'ailleurs mis en examen. C'est lors d'un voyage en Ukraine qu'il est touché par la détresse des enfants de Tchernobyl, dont beaucoup souffrent de leucémie. De retour en France, bien que pur profane en question nucléaire, il décide d'écrire un livre, une enquête fouillée sur le passage du nuage et sur ses conséquences. C'est ainsi qu'en Corse, il accompagne le docteur Fauconnier afin de rencontrer ceux qui auraient pu pâtir du passage du nuage, particulièrement les grands consommateurs de lait frais très contaminés à l'époque. Bonjour, ça va bien? Monsieur Macari, vous étiez berger au moment du passage du nuage de Tchernobyl? Oui, j'étais chevrier à l'époque. Et vous consommiez à ce titre beaucoup de lait de chèvre? Uniquement du lait de chèvre. D'ailleurs, ma fille qui avait 3 ans à l'époque a été élevée uniquement au lait de chèvre. Vous avez eu à subir les effets de cette contamination, à votre avis? Moi, j'ai eu une thyroïdite, des nodules et une thyroïdite. Bon, je ne peux pas affirmer que ça soit lié, mais bon, personnellement, j'ai connu des problèmes. Si l'hypothèse d'une grande consommation de produits contaminés peut paraître plausible dans le cas de la maladie de M. Macari, grand amateur de lait de chèvre, ce n'est pas le cas de tous les malades de la thyroïde en Corse. Vous avez des problèmes de thyroïde? Oui. Vous pensez que c'est à cause du passage du nuage de Tchernobyl, madame? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Et quand vous étiez éleveur de brebis, est-ce que vous consommiez beaucoup de lait? Oui. De lait de brebis? Vous en consommiez beaucoup? Moi? Oui. Non, pas beaucoup. Jean-Michel Jacquemin, tous ces problèmes de thyroïde qui se posent aujourd'hui en Corse, vous les attribuez-vous au passage du nuage de Tchernobyl? Quand on regarde les données du dernier rapport de l'IPSN, on ne peut pas ne pas se poser la question puisqu'ils reconnaissent des valeurs qui avaient été données par le SCPRI de 4400 becquerels par litre dans le lait. Et ces données du 12 mai 86 donnent une contamination supérieure à 10 000 becquerels par litre début mai. Des 10 000 becquerels par litre, c'est 1/10 de la consommation annuelle, de la limite d'ingestion annuelle.
Donc c'est évident que des personnes qui consommaient beaucoup de lait naturel et de lait à travers les laitages, les brochios, etc. Ce qui n'est pas le cas de cette dame. Donc c'est peut-être un petit peu abusif d'attribuer les problèmes de thyroïde ou tous les problèmes de thyroïde qui se posent aujourd'hui au passage du nuage de Tchernobyl. Pour cette dame peut-être, mais pas pour d'autres qui avaient une grande consommation, comme des éleveurs qu'on a pu voir hier et qui, eux, consommaient beaucoup de lait. Nous avons rencontré Florent de Vater, épidémiologiste à l'Institut Gustave-Roussy, pour avoir son sentiment sur cette question. On parle beaucoup aujourd'hui de recrudescence de problèmes de thyroïde en France dû au passage du nuage de Tchernobyl. Vous êtes un spécialiste, un épidémiologiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que, tout d'abord, nous ne le saurons jamais, puisqu'il n'y avait pas, avant l'accident de Tchernobyl, un registre national des cancers de la thyroïde en France. Qui aurait permis de comparer? Qui aurait permis de suivre une évolution. Il faudrait maintenant essayer de connaître rétrospectivement quelle était l'incidence du cancer de la thyroïde en 1980 en France, et ceci est totalement impossible, premièrement. Deuxièmement, en revanche, il faut dire tout de même que les doses qui sont retombées sur la France sont très faibles, de l'ordre du dixième de ce qui tombait durant les essais réalisés par les Russes et par les Américains dans les années 60, les centaines d'essais. Et s'il y a des gens, je pense, qui peuvent avoir des problèmes de cancer de la thyroïde à cause des retombées radioactives en France, ce sont les gens de ma génération, qui sont nés en 1957 comme moi, et pas les gens qui sont nés en 1986. Selon Florent de Vater, donc, si la radioactivité d'origine nucléaire devait avoir une influence sur les cancers de la thyroïde en France, le phénomène aurait dû toucher prioritairement la génération née dans les années 50 à 60, époque des essais nucléaires russes et américains. Toutefois, cette hypothèse ne tient pas compte du fait que la radioactivité s'accumule au fil des années. Celle de Tchernobyl est venue s'ajouter à la radioactivité existante. Il y a donc accumulation. Et c'est ce phénomène que suspecte Chantal Loire, qui vient de créer la première association française de malades de la thyroïde. D'origine belge, Chantal Loire habite un petit village dans la région de Toulouse, à proximité de la centrale de Golfech. Elle a tenu à nous faire le tour de ce qu'elle appelle son plateau, afin de nous démontrer la recrudescence des problèmes de thyroïde dans la région. En face, donc, vous avez une maison dont c'est la femme et la fille qui ont un problème thyroïdien. Et ça, on l'a appris seulement la semaine dernière. Derrière, il y a une famille d'arboriculteurs dont ils ont enterré la famille il y a 1 mois et demi. 43 ans. Et là, en face, la maison où il y a le pin parasol, le monsieur, il a multinodulaire. On veut lui enlever la thyroïde, il refuse. Là, ici, sur la gauche, vous avez donc la belle fille à qui on a enlevé carrément la thyroïde. Mais à vous entendre, Chantal, toute la région est couverte de problèmes de thyroïde. Couverte, absolument. Mais quelles sont les causes, à votre avis? Alors les causes, bon, nous en tant que malades, on ne le prend pas tellement pour une fatalité, parce que bon, la plupart des pathologies thyroïdiennes qu'on a recensées au niveau des fiches techniques des malades qu'on le demande à partir de quand, il y a très peu de fiches qui témoignent d'avant 87, je dirais. Donc d'après vous, c'est Tchernobyl? Pas tout à fait. Il doit y avoir d'autres raisons. C'est-à-dire que pour moi, il y a des problèmes d'accumulation de radioactivité. Afin de vérifier la réalité de cette augmentation des problèmes thyroïdiens dans la région, nous nous sommes rendus à la pharmacie du village. Madame, est-ce que vous constatez dans la région une augmentation nette du nombre de malades de la thyroïde? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons une augmentation parmi nos clients, surtout nos clientes de malades de la thyroïde, et nous augmentons les ventes de nos produits, médicaments, Levothyrox, entre autres. C'est une augmentation très nette? Assez significative si on regarde par rapport aux années précédentes, oui, tout à fait. Pour certains, cette augmentation des problèmes de thyroïde serait due à une amélioration du dépistage de la maladie. Toutefois, le ministère de la Santé que nous aurions souhaité rencontrer reste silencieux sur la question, renforçant ainsi les doutes des malades quant à la responsabilité de la radioactivité sur la recrudescence actuelle des problèmes thyroïdiens. La grande sensibilité de la thyroïde au rayonnement ionisant laisse planer un doute sur le rôle d'une pollution radioactive de l'environnement. La CRIRAD, premier laboratoire indépendant de mesure de la radioactivité, a été créée par Michel Rivasi après le passage du nuage de Tchernobyl. Elle possédait au départ peu de moyens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous faites quoi là, Bruno? Et là, on étudie la contamination d'une plante à partir d'un spectre gamma.
Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de préparer des échantillons de champignons pour une analyse de radioactivité. Mais ils sont contaminés? C'est ce qu'on verra. Michel Rivasi, malgré la faiblesse de vos moyens, on peut dire que la CRIRAD a sorti ce qu'on appelle de belles affaires. Eh bien, c'est vrai qu'au départ, on avait peu de moyens, mais grâce à l'émission de Michel Paulac, j'avais fait un appel aux auditeurs pour leur dire si on ne fait rien, on est complice de la situation, donc du monopole. Si vous nous aidez, on pourra créer le premier laboratoire indépendant de mesure de radioactivité. Et suite à ça, on a reçu énormément de chèques, ce qui nous a permis donc d'équiper la CRIRAD et de pouvoir justement contrôler le nucléaire. Lorsqu'on a commencé à faire ces contrôles, on est tombé sur des affaires assez incroyables. La première, c'est l'affaire Saint-Aubin, où là, dans une décharge, le CEA versait des boues contaminées sans en informer les gens et les enfants venaient faire du vélo tout-terrain dans cette décharge. Suite à ça, il y a eu une commission d'enquête, on a pu obtenir la décontamination, la réorganisation des services de radioprotection et même la démission du directeur du CEA. La deuxième affaire, c'est l'affaire Radiacontrol, où là, il y avait un trafic de déchets radioactifs. C'est-à-dire les exploitants du nucléaire, CEA, EDF, les militaires, envoyaient des ferrailles contaminées. Ces gens-là embauchaient des jeunes sans certificat de qualification, ils ne savaient pas qu'ils manipulaient de la radioactivité. Et la deuxième chose, ils envoyaient des faux certificats de décontamination des ferrailles. Ce qui fait que les ferrailles ont été recyclées dans les aciéries. Et bien, suite à tout ça, ça montre qu'il faut sans arrêt contrôler le lobby nucléaire. Du temps où elle dirigeait la CRIRAD, Michel Rivasi était déjà la bête noire du lobby nucléaire. Et la situation ne s'est pas améliorée depuis qu'elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale comme députée. Michel, comment ça s'est passé cette campagne électorale pour être élu député? C'était une campagne très rapide puisqu'elle a duré 1 mois et demi. C'est à la demande du Parti Socialiste et des Verts que je me suis présentée. J'ai quitté le mouvement associatif pour aller en politique. Alors vous êtes PS ou écolo? Je suis PS, puisque je suis apparentée PS, et si j'ai été élue, c'est justement pour booster les choses et faire avancer la dimension environnementale au niveau du Parti Socialiste. On dit que vous avez un peu la réputation de semer la pagaille parfois. Mais écoutez, si j'ai préféré aller en politique, c'est justement pour faire bouger les choses. Et ça n'a pas été facile pour Michel Rivasi, qui s'est immédiatement heurté au sein de l'Assemblée nationale aux membres du lobby nucléaire, y compris au sein de son propre parti. Il existe un lobby pro-nucléaire au sein du Parlement français. Ah oui, tout à fait. Mais ce lobby, on peut l'expliquer de différentes façons. La première, c'est que lorsque vous êtes député à proximité d'une centrale nucléaire ou d'un site de retraitement, comme ça représente énormément d'emplois, vous devenez pro-nucléaire. Qu'on soit de droite ou de gauche. Qu'on soit de droite ou de gauche. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu toujours quand même une idéologie franco-française qui est du type « nous, on a fait le nucléaire, on est les premiers dans le nucléaire, donc on est pro-nucléaire ». La troisième chose, c'est que c'est très bien organisé le lobby nucléaire. D'abord par rapport à EDF, Cogema, CEA, et puis par rapport à la caste, qui est la caste des mines, et qui fait que ce sont des gens qui sont dans toutes les structures de décision. Monsieur le ministre, lorsque les écologistes parlent du lobby pro-nucléaire en France, du lobby de droite, un nom revient tout de suite, c'est le nom de Robert Galet. Bon, je crois qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui, comme moi, a consacré 13 années de sa vie d'ingénieur à l'énergie atomique. Bien sûr. Et vous êtes devenu ministre. Comment? Et vous êtes devenu ministre. Je suis devenu ministre après un passage dans l'équipe de Pompidou comme délégué à l'informatique. Je ne suis pas passé directement. Alors, est-ce que vous vous sentez membre de ce lobby pro-nucléaire? D'abord, premièrement, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est que ce lobby pro-nucléaire. Ce lobby nucléaire, c'est l'addition d'ingénieurs d'un grand corps d'État qui s'appelle le corps des mines et d'hommes politiques. Tout a commencé après la Deuxième Guerre mondiale entre le général de Gaulle et Pierre Guillaumat. Et puis ça a continué. Aujourd'hui, il y a des grands représentants du lobby nucléaire. C'est Robert Galet, par exemple, qui a été chercheur au CEA, ingénieur au CEA, qui a été ministre de la Défense et qui est maintenant député. Je crois que si vous voulez, tout le monde, à un moment ou à un autre, finira par se rendre compte que le nucléaire est une solution d'avenir à moyen ou à long terme, mais il n'est pas trop tard pour le préparer. Et ce que n'est-ce pas, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est ceci. C'est quand j'entends des contre-vérités, des monstruosités comme celles dont je suis, si vous voulez, le témoin dans le monde politique aujourd'hui, je suis hérissé de voir, je prends un exemple, n'est-ce pas, qu'on s'intéresse terriblement dans le monde politique à l'accident de Tokaimura, dans lequel des Japonais, au lieu de prendre une pompe, ils ont pris des seaux en inoxydable pour verser de l'uranium enrichi, ça dépasse les limites de l'entendement.
Et que, voyez-vous, alors on s'intéresse énormément, le monde tremble. Hein. Mais quand on parle, si vous voulez, du Viagra, qui a tué 33 personnes depuis le début de l'année en France, alors tout le monde trouve ça très bien. Alors ce décalage entre, si vous voulez, les avantages de l'énergie nucléaire et les risques qu'elle présente m'horripile. Le centre nucléaire de Saclay est C'est en octobre 1945, sous l'impulsion du général de Gaulle, que fut créé le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, véritable fer de lance de la politique nucléaire française. Une volonté politique qui ne s'est jamais démentie au fil des ans, quels que soient les gouvernements. Et lorsque, en 1958, le général de Gaulle revient aux affaires, il n'hésite pas à réaffirmer cette priorité. Dans l'époque où nous sommes, ce sont des réalisations comme celle-ci qui permettent de juger ce que vaut un peuple. L'explosion a été commandée à 15 km de l'endroit où se trouvait la bombe. 2 ans après le retour du général de Gaulle aux affaires, en 1960, la première bombe atomique française explose au Sahara. Toutes les précautions avaient bien sûr été prises pour que les retombées ne présentent aucun danger pour les populations. Mais 5 ans après, c'est le Pacifique qui est choisi comme lieu d'expérimentation. Les premiers travailleurs du nucléaire, les Tahitiens les appellent les Popas, s'installent, organisent leurs loisirs. Et lorsque François Missoff, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, leur rend visite, il n'hésite pas à esquisser quelques pas de tamouré afin de rendre hommage à la culture locale. Très vite, ce sont des familles entières qui emménagent dans des farets construits à flanc de colline, au-dessus des installations flambant neuves du CEA. De nombreux travailleurs tahitiens sont également embauchés par le CEA et leurs familles viennent grossir Papeete, la capitale tahitienne qui n'était alors qu'un bourg. 30 années plus tard, alors que les essais nucléaires français sont suspendus, nous sommes retournés à Tahiti afin de savoir ce qu'étaient devenus les anciens travailleurs tahitiens du nucléaire. Nous avons pris contact avec Roland Oldham, un des responsables d'Ititao, un groupement d'organisations non gouvernementales luttant en faveur de l'identité tahitienne. Roland Oldham ne nous a pas caché la difficulté qu'il y avait à nouer des contacts avec les anciens travailleurs tahitiens du nucléaire. Roland, c'est difficile de rencontrer d'anciens travailleurs tahitiens qui ont travaillé sur les sites nucléaires comme Mururoa par exemple? Très difficile, premièrement parce qu'ils ont signé un contrat avant de travailler là-bas et dans ce contrat-là, il est dit clairement qu'ils ne doivent divulguer aucune information venant de Mururoa sur leur vie et tout ce qu'ils ont vécu à Mururoa. Rien ne doit être dit, ça fait partie du secret de défense. Et deuxièmement, difficile parce que les autorités locales, comme les autorités françaises, continuent à affirmer que Mururoa est propre comme tout et que les essais nucléaires français sont les plus propres. Et d'un côté, on montre le président du territoire comme le ministre de la Défense nageant dans le lagon de Mururoa. Alors tout ça, c'est humiliant. Ça tourne un peu, on a l'impression pour les anciens travailleurs de Mururoa qu'on les tourne en bourricot. Et aller les trouver, c'est pas chose facile parce que jusqu'à ce jour, ils ont toujours peur de parler. Nous avons donc demandé à Roland de nous aider afin de rencontrer d'anciens travailleurs tahitiens du nucléaire. Qu'est-ce qui se passe, Roland? Ouais, il disait qu'il y a son frère. Je m'explique un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de chercher les anciens travailleurs de Mururoa. Mais il y a son frère. Est-ce qu'on pourrait éventuellement passer le voir maintenant ou... Non, pas maintenant, comme il est à l'école de dimanche. L'école de dimanche, donc on ne peut pas le voir maintenant. Mais j'essaie de voir s'il peut organiser ça tout lundi. Pour lundi. D'accord. Nous avons pris de multiples contacts comme celui-ci, mais jamais aucun de nos rendez-vous ne sera honoré. Nous apprenons alors qu'une étude a été menée par les Tahitiens eux-mêmes auprès des anciens travailleurs du nucléaire. Roland Oldham nous a conduit chez Apo, un indépendantiste qui faisait partie d'une des commissions d'enquête chargée de recueillir le témoignage des anciens de Mururoa. Il y a eu des embauches à partir de 14-15. C'est-à-dire que l'État français employait les Tahitiens de 14-15 ans. 15 ans. Ça, c'est véridique. Véridique. Parce que j'ai eu à peu près 150 d'enquêtes de la même manière, parler de la même façon et expliquer de la même façon. Des familles entières ont été là-bas. L'église évangélique aussi a fait aussi une chose pour amener aussi les gens là-bas à Mururoa, là à Fiti, parce que les gens devaient payer leur quête pour pouvoir amener sa pierre pour bâtir l'église.
Les résultats de cette enquête ont été analysés et synthétisés sous la forme d'un livre par le Centre de documentation sur la paix et les conflits, association basée à Lyon et animée par Bruno Barillot, un des meilleurs connaisseurs des questions touchant aux essais nucléaires français en Polynésie. Bruno, comment s'est organisé le recrutement des travailleurs tahitiens sur les sites du nucléaire français? Eh bien, c'est les églises, finalement, qui étaient la seule structure existante à l'époque. Il n'y avait pas de commune, qui ont utilisé leur structure paroissiale, les diacres, pour faire le recrutement du personnel qui irait sur Maururoa. Et pour quelle raison? Ben, pour gagner de l'argent, à la fois pour que les familles aient davantage de mieux-être, mais aussi de gagner de l'argent pour la paroisse, pour les temples, pour construire les temples, pour construire les maisons communautaires, parce qu'on aime bien avoir des lieux où faire la fête, où chanter. Ils sont tous partis à Maururoa. Parce qu'à Maururoa, 2 mois de travail là-bas, tu peux avoir 600 à 700 000. Tu pouvais travailler 2 mois et revenir ici, acheter une belle moto. Le Tahitien n'a jamais vu ça dans sa vie, dans toute sa chienne de vie, n'a jamais vu 250 000 comme ça. J'étais comme ça devant lui. Lui, avec cette somme-là, c'est vraiment grandiose pour lui. Il n'a jamais tenu une somme d'argent de cette manière-là. Et à Maururoa, on pouvait le faire. Pour tenter de lier le contact avec d'anciens travailleurs de Mururoa, nous décidons de lancer un appel sur la radio indépendantiste. Radio Tefana et Ovaitra. Et voilà, c'est pour faire passer un message à Radio Tefana. C'est que nous recherchons des travailleurs de Mururoa. C'est pour faire, c'est-à-dire s'ils peuvent prendre contact avec nous. Le lendemain, l'un d'eux se présente. Non, mais c'est ce qu'il va dire, hein, ce qu'il a vu. Mais Tahiti est une société dans laquelle les femmes ont toute leur importance et notre interlocuteur, qui souhaite conserver l'anonymat, exige également l'autorisation de son épouse avant de s'exprimer. Ok, bon. Autorisation refusée. Alors, on ne le fait pas, hein? Ok. Ok. Allez, Nana. Non. Tant pis. Ça fait rien. Merci quand même. Plus tard dans la journée, au domicile de Roland Oldham, nous recevons un autre appel. C'est quoi, Roland? C'est bien, c'est un ancien travailleur qui a travaillé 30 ans à Maururoa. Il est à Papeari, il vient d'appeler, donc je lui ai donné rendez-vous à Taravao, puisque Papeari et Taravao, c'est juste à côté. Papeari est bien à côté de Taravao, mais il n'y aura à nouveau personne à notre rendez-vous. Toutefois, sur la route, nous apprenons que Machoro, un Tahitien bien introduit auprès des anciens travailleurs du nucléaire, participe à un concours de boules en bord de plage. Nous avons donc décidé d'aller trouver Machoro afin de lui demander de nous aider. Mais nous sommes à Tahiti. Les traditions d'hospitalité demeurent vivaces et il nous faudra boire un certain nombre de bières avant de poursuivre nos recherches. En fin d'après-midi, Machoro accepte de nous conduire chez Paul, un ancien travailleur de Mururoa, aujourd'hui à la retraite. Ça, c'est un ancien travailleur de Maururoa. Bonjour. La première des questions que nous posons à Paul est de savoir si les militaires français l'avaient informé des dangers qu'il courait en travaillant dans le nucléaire. Simplement ce qu'on lui a dit de ne pas en parler du tout, que c'est... Malgré qu'ils ne lui ont pas prévenu du danger, mais lui, il se rendait compte que c'était très très dangereux, que c'était pas bien, parce que il lui donnait de temps en temps, il lui donnait des combinaisons de protection. Il savait pas pourquoi? Non, mais lui, dans sa tête, il réalisait donc il y avait un danger. Il savait, parce que les endroits où il allait faire du nettoyage, c'était des endroits où il y a eu des essais. Avant, il y avait une bombe qui avait explosé. Mais chez nous, ils vont faire le nettoyer. Est-ce qu'il a eu des collègues qui ont eu des accidents, qui ont été...
Il avait beaucoup de camarades qui avaient de la gratte, mais alors incroyable, ils ne pouvaient plus se gratter avec la main, ils prenaient même des pierres pour se gratter. Il s'agit de la gratte, comme disent les Polynésiens, mais en termes techniques, c'est la ciguatera, qui est une maladie due à la perturbation du récif corallien, à cause des travaux, etc., et qui se transmet à l'homme par la chaîne alimentaire, en particulier par le poisson. Alors cette maladie a-t-elle une relation avec le nucléaire? Alors, elle a une relation avec l'ensemble des travaux qui ont été effectués pour les infrastructures du centre d'expérimentation du Pacifique. C'est certain, à Mororoa, et par exemple aussi dans l'île de Mangareva, où il y a eu ces travaux. Mais on n'a pas de preuve que les maladies de peau n'ont pas de relation avec la contamination. Par exemple, si un ancien travailleur a ramassé des poissons qui étaient morts à la suite d'un essai, on ne sait pas s'il a été contaminé, que ça lui a posé un problème de peau. Machoro a voulu nous conduire chez un autre ancien travailleur de Mururoa, atteint par la ciguatera. Pour que vous nous disiez ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est parce que les Français vous ont demandé de garder le secret, monsieur, vous avez signé? Non, c'est pas ça, c'est fini. Hein. Vous pouvez me parler, parce que ça fait combien d'années maintenant que j'ai eu ça? Et maintenant, vous voulez me quoi? Me faire honte encore? Hein? Mais c'est pas pour vous faire honte, monsieur, c'est pour que vous nous disiez ce qui vous est arrivé. Non, c'est fini. À Tahiti, on n'aime pas parler de ses malheurs. Et puis il y a des raisons, disons, de responsabilité. On a gagné de l'argent en allant à Mororoa. Si on a des répercussions sur sa santé, si on se sent mal, si sa femme a fait des fausses couches, si on a des enfants handicapés, on se sent un peu responsable, on en a un peu honte. Et donc on ne veut pas vraiment cracher dans la soupe. Parce que c'est ma faute quand j'ai été à Mororoa. J'ai dit ça, c'est ma faute. C'était pas votre faute. C'est ma faute. Pourquoi vous dites c'est votre faute? Parce que j'ai voulu de l'argent autrefois. Et maintenant, je sais, maintenant c'est fini. C'est contaminé. Moi, j'ai contaminé tout, mais... Hein? Pas la peine. Pas la peine de... Ah, allez, pourquoi? Laisse-moi tranquille, c'est fini. C'est pas filmé, hein? Ancien interne des hôpitaux de Bordeaux, le docteur Galingui est un médecin d'origine sénégalaise, installé depuis une dizaine d'années à Tahiti. Proche du Parti socialiste, il a pris une initiative originale afin de nouer le contact avec d'anciens travailleurs polynésiens du nucléaire. Docteur Galingui, en 1995, vous avez proposé l'ouverture de consultations gratuites pour les anciens travailleurs tahitiens des sites nucléaires. Est-ce que vous avez eu du monde? En vérité, je n'ai pas eu beaucoup de monde et pratiquement pas du tout. Personne ne s'est présenté? Personne ne s'est présenté. Je me suis posé la question pourquoi. Il est vrai que lors de leur départ, l'armée a exigé de ses personnels le secret absolu. Une autre explication, c'est que les gens, étant discrets sur leurs problèmes de santé, n'ont pas osé se présenter spontanément chez nous. On sait aussi que la Polynésie compte parmi le taux le plus élevé du monde de problèmes d'hyperthyroïdie. Comment vous expliquez ça? Il est vrai, il est notoire et connu que la Polynésie a un taux d'hyperthyroïdie très élevé. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite à ce niveau. Et sachant très bien qu'il y a eu des essais nucléaires en Polynésie française, il aurait été intéressant de voir si ce taux était lié aux essais nucléaires. Malheureusement, d'un côté, l'armée n'a rien fait pour ouvrir les archives. De l'autre côté, il n'y a aucune étude sérieuse au niveau du ministère de la Santé territorial. Donc nous restons dans un flou. Dire qu'aucune étude n'a été faite n'est pas exact. L'épidémiologiste Florent Devater a en effet été le premier à mettre en évidence le taux d'hyperthyroïdie anormal à Tahiti. Pour lui, le nucléaire ne serait pas en cause, mais il admet que son étude est incomplète et il souhaiterait approfondir ses recherches. Il s'agit maintenant de faire une étude beaucoup plus détaillée pour essayer de comparer toutes les caractéristiques de gens qui ont eu un cancer à la thyroïde avec les caractéristiques de gens qui n'ont pas eu de cancer à la thyroïde en Polynésie française. Et pour l'instant, nous n'arrivons pas à trouver les financements. Mais si vous n'avez pas ces moyens, c'est peut-être parce qu'on craint les résultats? Rien n'est fait parce qu'il y a d'abord un blocage de l'armée, mais ça,
je dirais un peu que c'est son rôle, quoi. C'est un peu son rôle. Je pense qu'elle ne bloque pas plus que ferait n'importe quelle armée de n'importe quel pays du monde. L'armée française refuse encore aujourd'hui d'ouvrir ses archives. Vincent Jauvert, journaliste au Nouvel Observateur, y a pourtant eu accès, mais dans un laps de temps très court. C'était début 98, la gauche venait d'être élue et Lionel Jospin, dans son discours d'investiture, avait parlé de transparence. D'autre part, les Américains avaient décidé de lancer une grande campagne d'ouverture d'archives nucléaires, militaires. J'ai donc demandé l'ouverture de ces archives. En fait, elles étaient déjà ouvertes sans que personne ne le sache. J'ai donc pu les consulter pendant une semaine tranquillement. Et puis le directeur de ce centre, un colonel qui avait été charmant et qui était resté charmant, m'a dit qu'il fallait fermer ces archives, que je n'avais plus le droit de les consulter sur ordre du cabinet. Ordre de qui? Probablement du directeur de cabinet d'Alain Richard et peut-être du ministre socialiste lui-même. Il y a actuellement une absence totale de volonté politique de faire quelque chose. Mais c'est pourquoi? Parce que la Polynésie c'est loin, parce que ce sont des gens qui sont colorés, parce que... Ou peut-être, oui, parce que c'est trop compliqué, parce que ce n'est plus directement la France, qu'il y a... il y a les problèmes de respecter les sensibilités locales et aussi... Est-ce qu'il y a une forme de mépris, de racisme à votre avis? Non, je ne pense pas, mais je pense que c'est vrai que il y a... la réalité polynésienne apparaît vraiment très compliquée aux hommes politiques français, aux décideurs français, et s'engager là-dedans, à mon avis, leur paraît quelque chose d'assez difficile. Ce manque de volonté politique, cette nouvelle absence de transparence quant aux éventuelles conséquences du nucléaire alimente sur place la colère des indépendantistes. Il faut qu'ils nous disent aux Tahitiens. Sinon, le Tahitien aura toujours cette pensée dans la tête. Fran Tayo. Fran Tayoro. Voilà. Aoi Odo, rentrez chez vous. Là, tu as toujours passé. L'État français, dans sa manière de voir les choses, ne veut pas dire la vérité. Et je crois qu'en disant la vérité, ça réconcilie le peuple maori avec le peuple français. Moi, je crois que c'est... Voilà, merci. Dès les premiers balbutiements du nucléaire en France, la règle a été l'absence de transparence. Joliot, qui construisit Zoé, la première pile atomique française, recherchait avant tout des applications civiles. Mais dans l'ombre, les militaires souhaitaient avant tout imiter les Américains et construire leurs bombes. On constate une chose en France, c'est qu'il y a une culture du secret dans le nucléaire. Oui. À votre avis, d'où est issue cette culture du secret? C'est tout simple. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait un immense effort pour obtenir la bombe. Mais cet effort a été fait par eux dans la crainte que les Allemands ne fassent la bombe atomique. Et par conséquent, ils ont mis un secret absolument épais autour de toute cette affaire pour éviter que des renseignements ne partent à l'extérieur. À partir de ce moment-là, tout ce qui concernait l'énergie atomique est devenu objet de secret. Un homme a également été présent tout au long de la saga nucléaire française. Pierre Messmer, ici derrière le général de Gaulle, était Premier ministre lorsqu'en 1974, la France décréta le passage du nucléaire militaire au nucléaire civil. Je suis signé Pascal Martin, journaliste de la France 2, m'engage à diffuser l'interview qui m'est donnée ce jour le 4-10-99 sans rien y changer. Un Pierre Messmer toujours très méfiant lorsqu'il s'agit d'aborder les questions liées au nucléaire. Monsieur le Premier ministre, l'installation du plan Messmer, c'est-à-dire le nucléaire civil en France, a-t-elle donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale? Non, parce que la décision a été prise au mois de mars 1974, compte tenu des délais nécessaires après le premier choc pétrolier. Et l'Assemblée nationale n'était pas en session, parce qu'à l'époque, l'Assemblée nationale ne commençait sa session qu'au mois d'avril. Au mois d'avril, Georges Pompidou meurt. Et le débat que j'avais prévu de tenir n'a pas lieu parce que la campagne électorale pour les élections présidentielles commence et après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, je ne suis plus Premier ministre, c'est Jacques Chirac qui me succède à Matignon. Ainsi, c'est à nouveau le manque de transparence qui préside à l'installation du nucléaire civil en France. Pourtant, l'envergure du projet méritait largement qu'on en débatte. En effet, aujourd'hui, 77% des ressources d'électricité en France sont fournies par l'énergie nucléaire. Est-ce qu'une telle question ne méritait pas quand même un débat? La question méritait un débat très sérieux et je m'étais engagé à ce qu'il y ait ce débat dès le mois d'avril. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu pour la raison que je viens de vous dire.
Est-ce qu'on n'a pas là déjà la sensation d'un manque de transparence, comme celui par exemple d'EDF? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Je pense qu'EDF, dans cette affaire comme dans bien d'autres, a été d'une grande efficacité. Parce que EDF était compétente au point de vue technique et en plus c'était unanime. Oui. Tout le monde, depuis le directeur général jusqu'au syndicat, était d'accord pour le programme. Mais il faisait passer l'efficacité avant la transparence. C'est resté comme ça aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu une évolution tout de même. Je crois que EDF a un souci de communication qui n'existait pas du tout à l'époque et de transparence qui existait encore moins. Cette évolution vers plus de transparence ne semble pas si évidente, si l'on en croit les déclarations que faisait Dominique Voynet en ce mois de mai 98. Je crois que le moment est venu pour les différents acteurs de l'industrie nucléaire de comprendre que le nucléaire ne survivra pas sans respect des citoyens, sans transparence, sans stratégie d'information objective, complète, qui ne prennent pas les gens pour des imbéciles. Cette réaction faisait suite à l'affaire dite des wagons contaminés de La Hague. Alors que tous les acteurs du lobby nucléaire savaient que les wagons étaient contaminés, ils ont gardé le silence pendant plus de 10 ans. Premier acteur, la COGEMA. C'est elle qui réceptionnait les wagons contaminés à La Hague. Monsieur Saunier, quand avez-vous été informé, quand avez-vous su qu'il y avait un problème de contamination sur ces fameux wagons de La Hague? Sans parler d'années précises, dans le courant des années 90, nous avons constaté que sur une proportion minoritaire des convois qui étaient expédiés vers La Hague, il y avait des traces de contamination. COGEMA a aussitôt informé les expéditeurs. Les expéditeurs, c'était EDF, notre second acteur. C'est EDF en effet qui envoyait les wagons à La Hague. À quelle époque est-ce que vous avez été informé? On a été informé pratiquement au moment où il y a eu cette crise médiatique qui a donné l'information. Attendez, monsieur Chaussade, j'ai cru comprendre à travers la presse que vous étiez informé dès 88. Et l'affaire est sortie bien plus tard. Mais c'est vrai. Nous-mêmes, nous n'étions pas informés, mais le personnel avait négligé de donner cette information parce qu'il considérait que l'incident n'avait pas d'importance, notamment sur l'impact sur la santé. Vous-même n'étiez pas informé, mais votre personnel l'était. Oui, le personnel était informé, mais lui considérait que cet incident, qui n'avait pas d'impact sur la santé ni du public ni du personnel, était un incident qui n'était pas important. Alors, qui vous avait informé ? Eh bien, nous avons été informés, en fait, par des fuites dans la presse. Du côté de la COGEMA, on maintient pourtant avoir informé EDF, et même au-delà. EDF avait été informé, en l'occurrence. COGEMA a informé les électriciens expéditeurs, EDF et les autres qui pouvaient être concernés, et puis elle a également informé les autorités de contrôle de l'époque. Les autorités de contrôle, notre troisième acteur, étaient à partir de 1997 la direction de la sûreté des installations nucléaires. Ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que ces problèmes de pollution des transports étaient connus de très longue date. Ils ont même été débattus ouvertement aux commissions d'hygiène et de sécurité à La Hague. Le rapport correspondant, c'est vraiment ce à quoi vous faites allusion, a été envoyé à tout le monde, à l'IPSN et à l'inspecteur du travail. Et pour autant, à ce moment-là, on ne se décidait pas quand même à se saisir officiellement du problème. Il n'y avait pas d'autorité de contrôle. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autorité de contrôle? Je suis tout à fait sûr. Et donc, c'est vrai, je dirais, le système ne se sentait pas surveillé et personne n'était capable de jouer le rôle du gendarme. Pourtant, le système aurait dû être surveillé par notre quatrième acteur, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Et avant que le scandale n'éclate, ce que l'on m'a dit, je crois d'ailleurs de bonne foi, c'est que ces wagons étaient l'objet d'une propreté quasi chirurgicale. On m'a d'ailleurs fait toucher les wagons, comme on l'a fait faire d'ailleurs à beaucoup de visiteurs avant moi et après moi, pour me montrer que ces wagons étaient d'une propreté absolument totale. Mais vous dites de bonne foi, alors que semble-t-il, tout le monde était au courant du fait que ces wagons étaient contaminés. C'est du moins ce que dit EDF, c'est ce que dit la COGEMA, c'est ce que dit un peu... Alors vous êtes le seul à qui on ne l'a pas dit finalement. Non, je vous ai dit que la plupart des visiteurs n'étaient en effet pas informés de ce qu'était à l'époque une énigme, qui était que une contamination affectant tout de même un assez grand nombre, le plus du tiers, je crois 40% des wagons étaient en effet l'objet de contamination de surface qui n'avait pas été réellement rendue publique et notamment pas vis-à-vis des contrôleurs, puisqu'un groupe de travail... Donc, monsieur Lacronique, si je vous dis la COGEMA vous a menti, vous dites oui ou vous dites non? Ils ne nous ont pas dit la vérité. Quant au ministre, il semble qu'il soit souvent mis sur la touche.
Madame Lepage, est-ce qu'un ministre de l'Environnement est quelqu'un de bien informé, particulièrement par les acteurs du nucléaire? J'en suis pas sûre. Je ne peux répondre que de ce que j'ai connu. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Je doute que ça ait vraiment beaucoup changé. Je dirais qu'il y a deux problèmes. Le premier est que j'ai eu souvent le sentiment de n'être informée que parce que j'avais posé des questions. Or, pour moi, l'information doit venir. Elle ne doit pas nécessairement être demandée. Le deuxième point est que, au moins dans un cas bien précis, qui est la fameuse affaire du tuyau de la Hague, je n'ai carrément pas été informée du tout. Dire la vérité n'est pas simple dans un domaine où la sensibilité est extrême. Lorsque, et ça vient de nous arriver à plusieurs reprises, à propos des laines de verre, l'Isover Saint-Gobain, etc., nous cherchons à dire la vérité, elle peut assez souvent être déformée. D'où le réflexe assez normal de vouloir minimiser ou tout simplement ne pas dire les choses au moment où c'est le plus opportun. Si l'affaire des wagons contaminés n'a pas fait de victimes, ce n'est pas toujours le cas dans le nucléaire. Ainsi, Paul Champeau, atteint en 1977 d'une leucémie, reconnue maladie professionnelle, est maintenu pendant 1 an à son poste de travail au contact de matières dangereuses. Le CEA est condamné pour faute inexcusable. Monsieur Champeau, vous avez créé une association d'aide aux malades du nucléaire qui s'appelle MAN. Ça veut dire quoi, MAN? MAN, dans l'Antiquité, c'est l'âme de défunt. Mais pour nous, malade, c'est un mouvement associatif, nucléochimique et satellite, qui enrobe toutes les personnes qui ont des problèmes dans le nucléaire en chimie. Et les satellites, ce sont les unités de travail qui sont en maintenance dans le nucléaire. Est-ce que vous êtes vous-même, monsieur Champeau, un antinucléaire? Ah non, je ne suis pas un antinucléaire. Je suis une personne qui travaille dans le nucléaire depuis 1963. Donc je suis un malade comme les autres. Le plus embêtant, c'est-à-dire c'est le labyrinthe administratif qu'il faut pour faire reconnaître sa maladie professionnelle. On n'est pas aidé ni par les services médicaux du nucléaire, ni par personne. On est isolé et seul pour se battre. Et il aura dû se battre, Paul Champeau, jusqu'en cassation pour que le CEA admette avoir commis une faute grave. À l'époque, Corinne Lepage était son avocate et elle se souvient de l'atmosphère détestable qui régnait dans le prétoire. Ça a été terrible. Je me souviens d'avoir plaidé au tribunal des affaires sociales de Valence dans les années 80 et M. Champeau avait du reste fait un malaise en cours d'audience parce qu'on avait entendu des propos absolument épouvantables, disant qu'en fait il avait été attrapé ça en Afrique, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Ça avait été, j'en ai un souvenir très pénible, alors qu'en définitive, bon, ils auraient reconnu et puis ça se serait arrêté là. Ce jour-là, Paul Champeau avait réuni quelques membres de son association. Là encore, en matière de maladie, il semble que la transparence dans le nucléaire ne soit pas la règle. Je n'ai jamais confié mes documents à aucun syndicat. Personne ne savait ce que j'allais faire et ce que je faisais. C'est grave quand même. En 1991, j'ai eu une leucémie myéloïde chronique. Et quand j'ai cherché à comprendre, je me suis rendu compte que j'avais dépassé le taux dans les urines, mais on ne m'a rien dit à l'époque. Vous n'avez pas été prévenu? J'ai pas été prévenu. Mon mari est décédé en 6 mois de temps. Est-ce qu'il avait été irradié? Il a été contaminé? Il a travaillé dans les ateliers. Il a manipulé des produits toxiques, tout aussi bien l'uranium que le mercure. Et bon, ben... Est-ce que le lobby nucléaire a reconnu facilement sa maladie comme une maladie professionnelle? Non. La médecine nucléaire n'a même pas voulu me donner le dossier de mon époux. Il a fallu que je vole. J'ai volé mon dossier médical pour pouvoir le récupérer après des années de procédure. C'est très difficile. Vous l'avez volé, c'est-à-dire? Je l'ai arraché des mains à un médecin qui ne voulait pas me le donner. Il m'a dit c'est du vol. J'ai dit oui, c'est du vol. Portez plainte si vous voulez. Il revient aux malades du nucléaire de faire la preuve qu'ils ont bien été contaminés. Pour cela, il leur faut bénéficier de témoignages, de collègues, la plupart du temps. Des témoignages qui ne semblent pas faciles à obtenir. C'est très difficile d'avoir des témoignages. Très très difficile. Les gens qui y travaillent, ils ont peur de perdre leur emploi. Les gens qui y travaillent pas ou ils n'ont pas la culture pour se battre, parce que c'est difficile de se battre au long cours. Ça dure depuis début 92 cette affaire. Et c'est pas fini. Il y en a peut-être pour 10 ans de plus, je sais pas.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un héritage comme ça de volonté de secret, de volonté de ne pas reconnaître que le nucléaire peut causer des problèmes, qui fait que il y a des difficultés à assumer parfois des situations difficiles? Je dirais que ça n'est pas une volonté de secret, c'est sans doute une culture qu'il va falloir faire évoluer vers plus de transparence, vers un dialogue et vers une fourniture d'informations que les citoyens dans notre pays comme dans d'autres réclament complètement légitimement. Il est évident que... Y compris en cas de maladie. Mais je veux dire, sur la maladie, sur nos activités, sur les incidents lorsqu'il y en a, sur l'ensemble des activités nucléaires, ça ne doit pas être un tabou. L'un des tabous les plus tenaces dans le domaine nucléaire est sans aucun doute celui des déchets. Nous nous sommes rendus à Bure, petit village meusien, où l'ANDRA, l'agence pour la gestion des déchets radioactifs, doit prochainement installer un laboratoire d'enfouissement. Nous avons voulu rencontrer le maire du village. Ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes? On n'a pas de problème, on n'a rien du tout. Mais pourquoi vous voulez plus parler à la télé? Je vous l'ai dit. Bah, dites-moi-le. Bon, allez, c'est pas la peine de discuter, je m'en vais. Non, non. Pourquoi vous partez? Qu'est-ce qu'il a, le maire? Pourquoi est-ce qu'il s'en va comme ça? Il m'a emmerdé toute la journée, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a emmerdé? Il y a toujours comme ça, qui viennent l'emmerder. Pourquoi? On travaille, on est culturel. Ne filmez pas là. Ce malaise semble lié aux pratiques de l'ANDRA. L'agence aurait en effet distribué de nombreuses enveloppes aux maires de la région pour leur faire accepter l'installation de son laboratoire. Antinucléaire convaincu, Jean Franville a soigneusement tenu les comptes. Monsieur Franville, qu'est-ce que c'est que ce document que vous avez dans la main? C'est la liste officielle des subventions accordées par l'ANDRA sur le département de la Meuse. Vous pouvez nous donner des exemples de ce type de subvention? Première, on servit, place de la mairie, 220 000 francs de la part de l'ANDRA. Ensuite, je vois local du Kayak Club, 617 000 francs. Même le club de Kayak a reçu sa petite subvention alors? Ah ben bien sûr, il y a même des privés. Hein. Je vois par exemple ici, pour toute une structure intercommunale, 225 façades pour 200 000 francs. Alors est-ce que l'ANDRA a essayé de forcer un petit peu la main aux élus? On peut dire tout simplement que c'est de l'achat des consciences, quoi, pur et simple. L'ANDRA a installé un modeste QG à Montier-sur-Sault, un petit village meusien. Nous avons interrogé son porte-parole. Thomas Busutil, l'ANDRA est un peu sur la sellette actuellement. On vous reproche d'avoir un peu acheté la conscience des élus de la région. Je crois que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on intervient dans un cadre législatif très précis, qui est la loi du 30 décembre 91. Ça n'explique pas pourquoi il y a beaucoup d'argent qui a été distribué dans la région. Alors, l'argent qui a été, les fonds d'accompagnement qui ont été distribués dans la région proviennent d'argent qui est pris sur les producteurs de déchets nucléaires. C'est de l'argent public donc? L'argent, non, qui vient des producteurs de déchets. C'est le CEA, la COGEMA, CEDF, ce sont des entreprises publiques. Oui, pour principaux. Donc de l'argent public. Mais non, puisque c'est également plus de 1000 petits producteurs, que ce soit des hôpitaux, des industries ou des industriels, qui nous financent au prorata des déchets qu'ils produisent. Du côté des Verts, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. Denis Baupin, pourquoi est-ce que les Verts ont décidé de porter plainte contre l'ANDRA? Pendant des années, l'ANDRA a arrosé un certain nombre d'activités économiques dans les régions qui étaient censées accueillir des laboratoires d'enfouissement de déchets radioactifs, en fait des activités économiques qui n'avaient rien à voir avec l'enfouissement. Et donc on est dans une situation où en fait des fonds publics ont été utilisés de façon contradictoire avec la loi. C'est ce que la loi qualifie d'abus de confiance. C'est pourquoi nous avons déposé plainte. D'après vous, il y a eu un arrosage systématique? Oui, il y a eu une volonté claire de l'ANDRA d'arroser avec des fonds publics, des élus, des populations locales, en fait, pour obtenir leur accord sur le projet d'enfouissement. 20 millions de francs ont été distribués par l'ANDRA en accord avec la préfecture et le conseil général de la Meuse, présidé par M. Dumez, qui semble, derrière les grandes déclarations, ne pas s'être oublié au passage. Nous avons l'occasion d'être solidaires de la nation. En faisant ce laboratoire, le département répond présent. Pourquoi n'aurions pas, nous, de juste retour à cet acte de solidarité? Alors, vous avez été un des premiers supporters du labo, on vous a appelé Monsieur Labo, et je constate dans la liste des subventions accordées que vous êtes le dernier servi. Je vois ici, commune de Saint-Mihiel, extension de la base de plein air, 760 000 francs. Votre question est injurieuse. Je n'ai pas été Monsieur Labo pour servir ma commune. Son projet a été un des derniers projets présentés. Je crois que ça doit tout à fait au hasard et rien à la politesse et la gentillesse, par ailleurs bien connue, de M. Dumez. Il s'agit de déchets dont la durée de vie est de 100 000 ans, fondamentalement dangereux pour l'humanité. Et vous pensez que les quelques milliers de francs distribués sont un enjeu important?
La commune de Saint-Mihiel, dont M. Dumez est le maire et le premier employeur en tant qu'industriel, a donc touché plus de 700 000 francs pour l'extension de sa base de loisirs. La petite commune de Bure, qui elle accueillera le laboratoire, n'a touché que 12 000 francs pour la réfection de la place du village. Alors, à Bure, on se sent un peu floué, d'autant plus que le laboratoire risque fort de devenir un vrai site de stockage. De toute façon, si le sol est bon, pour moi, c'est certain qu'ils vont stocker. Hein. Pas, une fois qu'ils leur ont fait le trou, il ne faut pas arriver qu'ils vont dire si c'est bon qu'ils ne mettront pas. Hein. Ça, faut pas raconter ça à n'importe qui. Hein. Vous n'avez pas peur qu'il y ait de problèmes? De toute façon, moi, je ne verrai pas les problèmes. Hein. Mais justement, je les verrai peut-être pas seulement installés, alors. Pour les générations futures, vous croyez que c'est une bonne chose? Pas plus que ça ne fera sûrement pas plus tard qu'à Tchernobyl. Par souci de transparence, sans doute, on a installé au sein de l'Andra un ordinateur qui renseigne les visiteurs. Savez-vous d'où provient l'argent nécessaire à la gestion des déchets radioactifs français? Des impôts, des producteurs de déchets, de capitaux privés. Ce sont les producteurs des déchets radioactifs qui doivent en financer la gestion. Par souci de détente et de convivialité, sans doute, les responsables de l'Andra proposent ensuite un jeu. Alors, question, les membres du lobby nucléaire sont-ils vraiment prêts, eux, à jouer aujourd'hui le jeu de la transparence? Du côté de la COGEMA, qui a axé toute sa nouvelle politique de communication sur cette fameuse transparence, on multiplie les déclarations de bonnes intentions. Le sujet nucléaire est toujours quelque chose de sensible parce que les gens ont une demande et une soif d'information parfaitement légitime et que, parallèlement sans doute, les industriels du nucléaire n'ont pas toujours répondu à leurs attentes en la matière. Et effectivement, si les questions sont légitimes, eh bien nous avons un devoir de réponse et d'information. Toutefois, la culture du secret, comme les membres du lobby le reconnaissent eux-mêmes, semble solidement chevillée à la charpente du nucléaire français. Et seul l'avenir sera comptable des bonnes intentions affichées aujourd'hui.